Bonjour, je vous propose d'étudier un extrait de Madame Bovary, le roman de Flaubert. Vous savez que ce roman a fait scandale à sa sortie, il a valu à Flaubert un procès. Il serait faux de croire que les gens étaient choqués par les aventures extra-conjugales d'Emma Bovary. De nombreux romans du XIXe siècle parlent d'adultère. Ce sont plutôt les détails réalistes très crus qui ont fait scandale. Lors du procès intenté à Flaubert pour Madame Bovary, Ernest Pinard, le procureur, termine son réquisitoire en condamnant la littérature réaliste, non pas parce qu'elle peint les passions, mais parce qu'elle les peint sans frein, sans mesure. Notre passage, celui de la mort d'Emma Bovary, est sans doute celui qui a provoqué le plus d'indignation. Incapable de rembourser ses dettes, abandonnée par son amant Rodolphe, Emma a avalé une forte dose d'arsenic. L'agonie est longue. Charles est allé chercher un médecin renommé dans la région, Monsieur Canivet, qui a rapidement compris que le cas était désespéré. La mort d'Emma est effrayante. Les détails réalistes empêchent toute interprétation romantique. La mise en scène, les jeux de regard, les procédés d'ironie rendent impossible le sublime dont Emma a pourtant rêvé toute sa vie. Ma problématique. Comment Flaubert met-il en scène la mort d'Emma Bovary de manière à confronter l'aveuglement de ce personnage à la cruauté de la réalité? Nous allons faire ensemble un commentaire au fil du texte, mais si vous souhaitez réaliser un commentaire composé, voici quelques axes de lecture que vous pourriez utiliser. Une mise en scène théâtralisée de la mort d'Emma, un jeu avec les regards qui révèle les illusions et l'aveuglement des personnages, une description réaliste et presque médicale de la mort faite pour inspirer l'horreur, des procédés d'ironie qui font ressortir le grotesque dans une situation tragique, une mise à mal systématique du romantisme et des aspirations au sublime, une mort fatidique, fatale, qui révèle l'insignifiance du destin d'Emma. Cependant, elle n'était plus aussi pâle, et son visage avait une expression de sérénité, comme si le sacrement le guérit. Le prêtre ne manqua point d'en faire l'observation. Il expliqua même à Bovary que le Seigneur, quelquefois, prolongeait l'existence des personnes lorsqu'il le jugeait convenable pour leur salut. Et Charles se rappela un jour où, ainsi près de mourir, elle avait reçu la communion. Il ne fallait peut-être pas se désespérer, pensa-t-il. Le lien logique d'opposition, cependant, et le comparatif, plus aussi pâle, font ressortir l'amélioration de l'état d'Emma par rapport aux épisodes précédents. Nous allons assister à une évolution des symptômes tout au long du passage. C'est une première manière de théâtraliser la mort d'Emma. De même, Flaubert va mettre en scène les personnages qui seront présents autour d'elle. Ils vont agir de manière conforme à leur rôle. Par exemple, le prêtre ne manqua point d'en faire l'observation. Le prêtre, il est bien dans sa fonction là, il est un peu hâtif quand il s'agit de voir les bienfaits du sacrement. En effet, Flaubert, quant à lui, ne nous laisse pas d'espoir, comme si le sacrement l'eût guéri. Le subjonctif est le mode de la virtualité. Cette phrase signifie donc justement qu'Emma n'est pas guérie. L'explication du prêtre donne un faux espoir à Charles, mais le lecteur sait à quoi s'en tenir. On voit bien que Flaubert est dans son œuvre un peu comme Dieu dans la création. La condition mise par le prêtre, le Seigneur prolonge l'existence des personnes lorsqu'il le juge convenable pour leur salut, est intéressante. Elle pose la question de la rédemption. Est-ce que la mort de Madame Bovary va lui permettre d'expier ses péchés, notamment ses adultères? En même temps, Charles se souvient de l'époque où Emma avait eu des velléités religieuses. Mais il ne sait pas tout. En effet, Emma était tombée malade et elle s'était réfugiée momentanément dans la religion suite à la rupture de Rodolphe. Et oui, c'était dans le chapitre 14 de la deuxième partie. Les pensées de Charles sont rapportées au discours direct. Le pauvre continue de nourrir ses illusions alors que la fin est inéluctable. Le lecteur mesure l'écart entre ce qu'il sait et l'aveuglement des personnages. En effet, elle regarda tout autour d'elle, lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un songe. Puis, d'une voix distincte, elle demanda son miroir, et elle resta penchée dessus quelque temps, jusqu'au moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux. Alors elle se renversa la tête en poussant un soupir et retomba sur l'oreiller. Le lien logique, en effet, va dans le sens d'une rémission possible. Emma semble se réveiller, sa voix est distincte. Avec une phrase longue, on observe un ralentissement du temps, un moment d'accalmie. Mais évidemment, c'est le calme avant la tempête. Flaubert continue de jouer avec les illusions de Charles. Ce jeu de regard et ce jeu avec les rythmes vont dans le sens d'une théâtralisation de la scène. En effet, Emma est au centre, elle regarda autour d'elle. Le point de vue est externe, nous n'avons pas accès à ses pensées, mais Flaubert nous donne des indices. La comparaison, comme quelqu'un qui se réveille d'un songe, révèle un jeu d'actrice qui prend conscience qu'elle est le centre de l'attention. Comme au théâtre, elle demande un accessoire, mais sans s'adresser à personne en particulier. On peut imaginer la douleur de Charles à ce moment-là, lui qui n'attendait qu'un modèle. Le miroir est un objet riche symboliquement. C'est d'abord le narcissisme d'Emma qui veut jouer sa dernière scène. C'est aussi la thématique de la vanité. Le temps s'écoule et la mort ne laisse rien, la beauté, l'amour, la vie, tout est éphémère.
Vous percevez, je pense, à quel point c'est un cliché. Et cela fait pleurer Emma, de grosses larmes lui découlèrent des yeux. Elle s'apitoie sur son sort, alors qu'elle pourrait penser par exemple à sa petite fille Berthe qu'elle laisse orpheline. Vous voyez que malgré la focalisation externe, en suivant les lieux communs à la trace, on peut deviner les pensées d'Emma. L'ironie de Flaubert devient perceptible. Sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement. La langue tout entière lui sortit de la bouche. Ses yeux en roulant pâlissaient comme deux globes de lampe qui s'éteignent, à la croire déjà morte, sans l'effrayante accélération de ses côtes, secouée par un souffle furieux, comme si l'âme eût fait des bonds pour se détacher. Aussitôt, c'est une rechute très soudaine qui contraste avec le moment de calme précédent. La phrase, longue et saccadée, mime les convulsions d'Emma. C'est à travers les rythmes que Flaubert rend compte de l'aspect dramatique de la scène. Contrairement au paragraphe précédent, Madame Bovary n'est plus le sujet des verbes. Sa poitrine se mit, la langue lui sortit, comme si elle était dépossédée de son corps. Son souffle est furieux, son âme fait des bonds. Ce sont des personnifications qui renforcent le côté spectaculaire de ces convulsions. Flaubert insiste sur des détails effrayants, la langue sortie de la bouche, les yeux qui roulent, comme deux globes de lampe qui s'éteignent. C'est la couleur des yeux qui est comparée à celle des lampes dans cette comparaison. Mais l'analogie va plus loin. On a bien sûr l'idée que la lumière représente la vie. Le mot globe donne à voir des yeux exorbités, mais sans avoir besoin de le dire. Le réalisme de cette description rend dérisoire le soin qu'avait Emma de vérifier son image dans le miroir. À la croire déjà morte. Cette phrase reflète, je pense, le point de vue général. Elle annonce les réactions des personnages qui viennent juste après. Félicité s'agenouilla devant le crucifix, et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que M. Canivet regardait vaguement sur la place. Bournisien s'était remis en prière, la figure inclinée contre le bord de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l'appartement. Au vu de la crise d'Emma, Félicité s'agenouilla. Le passé simple souligne que c'est une réaction soudaine de la servante qui se met à prier. Tout le monde a compris qu'il n'y aura pas de rémission. La religion prend donc maintenant le pas sur la médecine. Le pharmacien lui-même, homme de science, anticlérical, comprend cela. Je pense que c'est pour ça que Flaubert met côte à côte Jarret, qui est un pur mot d'anatomie, et Fléchir, qui est connoté religieusement avec la génuflexion. Durant tout ce passage, le champ lexical de la religion est dominant. Crucifix, prière, soutane. L'énumération des personnages se fait dans l'ordre croissant d'importance. La servante, le pharmacien, le médecin, l'abbé de la paroisse. Les liens logiques et le passage du passé simple à l'imparfait et au plus que parfait créent l'impression d'une réaction en chaîne autour d'Emma. M. Canivet essaye de garder contenance, mais son regard n'est pas très assuré, il regardait vaguement. Vu le caractère hautement spirituel de la situation, Bournisien est désormais celui qui a le rôle principal. Il prend de l'espace dans le texte, avec une longue phrase en parallèle avec la longue soutane. Dans notre extrait, le centre de l'attention se déplace de personnage en personnage en fonction des rôles joués. Charles était de l'autre côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son cœur, comme au contre-coup d'une ruine qui tombe. À mesure que le râle devenait plus fort, l'ecclésiastique précipitait ses oraisons. Elle se mêlait aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines qui tintaient comme un glas de cloche. Après tous les autres, Flaubert décrit enfin le mari, Charles, qui a une position à part, de l'autre côté du lit. Le plus que parfait, il avait pris ses mains, montre le résultat d'une action et accentue l'impression d'immobilité. C'est le seul personnage véritablement tourné vers l'agonisante. On garde un point de vue externe, et pourtant de nombreux indices nous renseignent sur l'état d'esprit de Charles. Les verbes prendre, serrer, tressaillir et l'alternance des pronoms personnels montrent que le lien d'empathie de Charles avec sa femme est quasiment physique. On devine qu'il ne pourra que mourir après elle. L'image de la ruine qui tombe en dit beaucoup sur Charles. Il est dévasté, il s'effondre, tout s'écroule autour de lui. Ce sont bien les lieux communs du deuil impossible à faire. Mais ils sont relayés par Flaubert de manière subtile. On se rapproche d'un romantisme assumé, avec le thème littéraire de la mélancolie. À travers les perceptions auditives, l'état d'esprit de Charles contamine progressivement toute l'atmosphère, de plus en plus solennelle et inquiétante. Les oraisons précipitées suivent le rythme de la souffrance de sa femme, avec des moments plus forts, et progressivement on rejoint presque le silence avec les sanglots étouffés, le sourd murmure et le verbe disparaître. La comparaison, comme le glas d'une cloche, rend presque officielle cette mort imminente. Tout le monde attend le moment tragique où Madame Bovary rendra son dernier souffle. Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots, avec le frôlement d'un bâton, et une voix s'éleva, une voix rauque qui chantait « Souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour ». Emma se releva comme un cadavre que l'on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe béante. Pour ramasser diligemment les épis que la faux moissonne, ma Nanette va s'inclinant
vers le sillon qui nous les donne. L'ambiance sonore très solennelle du paragraphe précédent est brisée. Le champ lexical religieux disparaît tout à fait à partir de là. On entre dans le domaine du profane. Tout à coup, ça augmente le contraste. Le pronom personnel « on » rend la perception diffuse. Celui qui chante est hors champ. Il est annoncé d'abord par des bruitages, gros sabots, frôlement du bâton, puis par sa voix. Le mot revient 2 fois, avec l'adjectif rauque. La chanson offre un double sens. Elle se termine sur « Il souffla bien fort ce jour-là et le jupon court s'envola ». Explicitement, c'est une chanson grivoise. Une jeune paysanne se penche sur les blés et perd son jupon. Cette image triviale est comme un pied de nez à la dernière scène d'Emma. On peut aussi trouver dans cette chanson l'histoire d'Emma Bovary en petit. Elle rêve d'amour, elle ramasse des épis, c'est-à-dire qu'elle a des amants, puis elle s'incline vers le sillon, c'est-à-dire qu'elle meurt. La faux qui moissonne est aussi une image de la mort. Ces paroles sont finalement plus en adéquation avec la vie d'Emma que les prières de Bournisien. On est loin de la rédemption évoquée par l'abbé au début du passage. Flaubert avait réservé toute son ironie pour cette oraison funèbre inattendue. La réaction d'Emma interrompt la chanson au milieu. À ce moment-là, tout nous indique qu'elle est entre la vie et la mort. La comparaison, comme un cadavre que l'on galvanise, fait ressortir le regard des médecins. Vous savez que la galvanisation consiste à stimuler un muscle à l'aide d'un courant électrique. La prunelle fixe, béante. C'est une métaphore. L'œil est comparé à un trou. Cette image prépare ce qu'elle va dire juste après. « L'aveugle !» s'écria-t-elle. Et Emma se mit à rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles, comme un épouvantement. Il souffla bien fort ce jour-là, et le jupon court s'envola. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent, elle n'existait plus. Emma a reconnu la voix du vieil aveugle mendiant qu'elle croisait dans la rue en rentrant de ses escapades avec Léon. Je vous invite d'ailleurs à relire le passage, c'est le chapitre 5 de la 3e partie. On y retrouve des indices qui préparent la mort d'Emma Bovary. La description des prunelles, les 2 premiers vers de la chanson, etc. L'aveugle, c'est le dernier mot d'Emma. Traditionnellement dans la littérature, le dernier souffle est consacré à la personne aimée. Par exemple, Roméo boit le poison en disant « à ma bien-aimée ». Mais Emma n'a pas un mot pour son mari, ni un mot pour ses amants. C'est le personnage de l'aveugle, anecdotique et répugnant, qui s'impose dans sa dernière réplique. En effet, après la scène du miroir, Emma ne voit plus son reflet. Elle croit voir l'aveugle. Tout est fait donc pour souligner son aveuglement à elle, qui reste incapable de voir l'amour de son mari jusqu'à la fin. La face hideuse du misérable. C'est la dernière image qu'Emma emportera avec elle. Elle comprend, et nous comprenons avec elle, qu'une fin romantique n'est plus possible. C'est ça la fatalité de Madame Bovary. Toutes ses aspirations au sublime lui sont refusées. D'ailleurs, la figure de l'aveugle dans la littérature est souvent liée à la fatalité. On peut penser à Tirésias, le devin aveugle qui révèle la malédiction d'Œdipe, un autre personnage de la mythologie grecque, qui d'ailleurs se crève les yeux lorsque son destin est accompli. La réaction d'Emma Bovary est spectaculaire. La répétition du mot rire, l'allitération en R, l'allongement progressif des adjectifs atroce, frénétique, désespéré, ce sont autant de procédés qui révèlent l'importance de ce passage. L'horreur de cette mort est loin de correspondre à celle qu'on peut voir au théâtre. Juliette, Cléopâtre meurent soudainement, proprement. Emma doit mourir sur une chanson grivoise, pire, sur l'évocation des dessous de Nanette. Ironiquement, Flaubert mélange la légèreté des amours d'Emma à l'image de son âme qui s'envole, et il lui oppose immédiatement l'image du corps, rabattu par une convulsion. Le sublime est sans cesse recouvert par le grotesque et la bassesse de la réalité. Les 2 dernières phrases sont courtes. Les sujets s'opposent, tous, elle. Mais nous n'avons aucune pensée d'aucun personnage. Le passé simple devient de l'imparfait. On fait donc le constat d'une action déjà terminée. C'est une ultime déception car on comprend que le moment précis de la mort a été passé sous silence. Conclusion. La mort d'Emma est fortement théâtralisée, avec des personnages qui obéissent à leur rôle. Pharmaciens, médecins, prêtres. Les moments de crise surviennent au milieu de moments d'accalmie. Ça contribue à la dimension dramatique de la scène. Dans tout notre passage, la focalisation est externe, mais les procédés d'ironie, les comparaisons, les jeux avec les clichés nous permettent de connaître l'état d'esprit des personnages. Le lecteur attentif aux indices découvre leurs illusions. Madame Bovary, consciente du regard des autres, est le centre de l'attention. Mais c'est un misérable aveugle qui lui vole ses dernières répliques avec une chanson grivoise. Flaubert est présent dans ce passage par la mise en scène grinçante. La situation grotesque fait disparaître la question de la rédemption. L'horreur de l'agonie d'Emma rend définitivement impossible ses rêves romantiques
et ses aspirations au sublime.